Bonjour, bienvenue, c'est l'heure de la Voix libre sur France 3 Rhône-Alpes et notre invité aujourd'hui c'est Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Bonjour. Numéro 3 du gouvernement, ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de l'Enseignement supérieur depuis le mois d'août 2014. Le gouvernement Najat Vallaud-Belkacem dont vous faites partie depuis l'élection de François Hollande en 2012 et vous n'êtes pas très nombreux à avoir traversé l'ensemble de ce quinquennat éprouvant. Pas fatigué d'ailleurs? Non, ça va. L'action vous maintient en forme. Alors vous êtes jeune en plus, hein. Vous avez moins de 40 ans, un parcours étonnant que le vôtre. Ça nous a donné envie d'aller un peu farfouiller dans les archives à la recherche de votre première télé. Pas si ancienne que ça d'ailleurs, c'est assez surprenant. Le premier qui vous a tendu un micro, c'est Alain Heick lors d'une réunion de la section lyonnaise du Parti Socialiste en 2004. Laurent Fabius venait alors d'annoncer qu'il voterait non au référendum sur la Constitution européenne. Et alors vous n'êtes pas du tout d'accord avec sa position? Elle est décevante parce qu'elle fait appel à un gouvernement de droite et qu'elle ne laisse finalement entrevoir qu'une impasse. Ce qui m'a amusé dans cet extrait, c'est le petit bandeau. Il y a marqué Najat Belkacem, hollandaise. Vous êtes toujours hollandaise aujourd'hui? Écoutez, oui. J'allais dire, c'est encore plus évident aujourd'hui qu'à l'époque, mais j'ai pas tant changé que ça. Hein. Non, pas trop. C'est étonnant, c'était il y a combien de temps, vous dites? 2004. D'accord. J'ai une deuxième séquence, c'est en 2006 cette fois. La candidate à la présidentielle Ségolène Royal vient à Lyon et la caméra de France 3 filme un court moment, mais un moment qui va changer votre vie politique. Bienvenue Najat, candidate aux élections législatives entre Perdel. Voilà. Qui est le candidat? Bon, c'est pas forcément la première rencontre avec Ségolène Royal, mais elle sait pas encore bien qui vous êtes et c'est quand même ensuite elle qui va... Ah, je crois que c'est la première rencontre. C'est la toute première rencontre. Oui, absolument. C'est émouvant de revoir ces images. Je me souviens très bien de ce moment parce qu'elle venait d'être désignée par les militants socialistes, vous savez, dans la primaire qui avait été organisée, donc désignée candidate pour le Parti socialiste. On est en 2006, fin 2006. Ouais. Et elle vient en déplacement dans l'un des territoires qui l'a le plus soutenu, dont les élus l'ont le plus soutenu, et c'est la région Rhône-Alpes. Et donc, il y a Gérard Collomb, il y a Jean-Jacques Ayrault, et puis il y a moi à l'époque. Vos trois mentors, finalement, en politique, Ayrault, Collomb et Royal. Oui, c'est vrai, on peut dire cela, absolument. Tous les trois ont joué un rôle immense dans ma vie politique, ne serait-ce que pour me donner le goût de la vie politique, parce que ce n'était pas une évidence pour moi à l'époque. J'estimais que j'en avais pas forcément la capacité aussi, c'est pas simplement en avoir le goût, et finalement chacun à leur manière ils m'ont montré que c'était possible, donc je leur en sais vraiment gré. À l'époque vous étiez candidate aux élections législatives dans la 4e circonscription du Rhône à Lyon, pas de candidature en 2012 parce que vous aviez été appelée au gouvernement, et en 2017 alors? En 2017, je le souhaite, bien sûr. Mais vous savez, il y a des règles pour tout cela. Donc, il faut être désigné par les militants socialistes pour être leur candidate. Mais bien entendu, je crois l'avoir indiqué clairement, je souhaite être candidate si les militants me désignent dans la circonscription de Villeurbanne, où je suis désormais installée. Vous étiez implantée sur le secteur de Montchat, à Lyon. Vous aviez d'ailleurs été élue conseillère générale à une époque. Vous allez là dans la circonscription finalement qui est la plus imperdable pour le Parti socialiste, un véritable bastion. Vous ne vouliez pas vous frotter à une circonscription plus difficile, votre ancienne circonscription notamment? D'abord, je ne crois pas aux histoires de circonscription imperdable. Je pense qu'une élection, c'est toujours elle n'a pas été souvent perdue par la gauche quand même, Villeurbanne. Oui, enfin, si quand même, mais une élection, c'est toujours aléatoire. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut aller à la rencontre des électeurs, les convaincre et surtout croire à ce que l'on fait et puis être en accord avec, y compris son positionnement personnel. Aujourd'hui, il se trouve que je vis à Villeurbanne. C'est là qu'est ma vie. Donc, d'une certaine façon, pouvoir me présenter dans cette ville que j'aime beaucoup, c'est une évidence. Maintenant, encore une fois, c'est si les militants décident ainsi. Et puis, par ailleurs, ce qui importait pour moi, par rapport à d'autres propositions qui avaient pu m'être faites dans le passé, c'était de maintenir un ancrage de manière générale dans cette agglomération et dans cette région. Donc vous vous êtes un peu éloigné forcément depuis que vous êtes entre au gouvernement et vous y revenez aujourd'hui? Parce que bien sûr, les responsabilités ministérielles vous appellent à Paris plus qu'autre chose, mais en même temps, justement, j'ai toujours souhaité conserver un socle, une réalité, un ancrage territorial, et ce socle, il est ici, dans ce territoire, au sens large du terme, cette agglomération, cette région, dont je me rends compte vraiment de plus en plus pour bien visualiser, j'allais dire, tous les territoires de France grâce à mes responsabilités nationales, qu'on a la chance d'être dans un territoire qui, grâce à l'action
de gens comme Jean-Paul Brett à Villeurbanne, mais Gérard Collomb à la métropole de Lyon, Jean-Jacques Kéran, dont le mandat est malheureusement terminé, mais on y reviendra. Un territoire qui a énormément évolué ces dernières années. Vous savez, quand je vois vraiment le changement en profondeur de la métropole lyonnaise, par exemple, que je la compare avec un certain nombre d'autres territoires en France qui pourraient être comparables, je me dis qu'on a eu la chance d'avoir des élus extraordinairement impliqués et avec des résultats à la clé. Alors justement, depuis jeudi, vous y êtes dans cette région pour un long déplacement ministériel à Vaux-en-Velin, tout d'abord avec la nouvelle secrétaire d'État à la ville, Hélène Geoffroy, ancien maire de Vaux-en-Velin. Vous avez signé une charte entre le sport scolaire, l'UNSS et la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, pour promouvoir l'éthique dans le sport. Hier à Grenoble, c'est en tant que ministre de la Recherche que vous avez lancé les 4 premiers projets de l'action IDEX, les initiatives d'excellence. En gros, il s'agit de quoi ? En fait, l'idée, c'est que les universités, les grandes écoles, les laboratoires de recherche puissent, territoire par territoire, travailler ensemble pour présenter un projet d'excellence scientifique et de rayonnement international. Et lorsque ce projet est bien ficelé et que ça représente vraiment un potentiel, eh bien, il obtient un label, et ça a été le cas cette fois-ci de Grenoble, par exemple, mais aussi de Nice, et aussi de Bourgogne-Franche-Comté ou de la Lorraine. Donc le label qui est obtenu permet d'obtenir des moyens financiers très importants. Donc Grenoble, où j'étais hier, 13 millions d'euros. Voilà, j'annonçais le fait que l'État allait déjà verser une avance de 13 millions d'euros à ce projet qui va leur permettre de développer de la recherche, de soutenir de la formation, d'aller vers l'international pour conquérir aussi des marchés d'une certaine façon au sens intellectuel et scientifique du terme. Donc c'est vraiment l'IDEX ou l'ICIT, pardon de rentrer un peu dans les détails, mais ce sont des labels qui permettent à ces projets scientifiques et universitaires d'aller très loin. Vous êtes à la tête d'un ministère qui est réputé extrêmement difficile, compliqué à réformer. Ce que vous êtes pourtant attaché à faire, et votre grande réforme, c'est la réforme des collèges. Elle est applicable à la rentrée prochaine. Et on peut en rappeler les grandes lignes. Il y a la suppression des classes bilingues et européennes, mais l'arrivée d'une deuxième langue dès la 5e, la création de ce qu'on appelle les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires, la réduction des options pour les langues anciennes, qui a fait énormément polémique. Les principaux syndicats enseignants, dont la FSU, sont toujours contre cette réforme. Ils vont du reste manifester à nouveau jeudi prochain pour que vous la retiriez. Pourquoi cette réforme passe aussi mal auprès de ces syndicats enseignants ? Bon, d'abord, si vous me permettez, en quelques mots, ce qu'est cette réforme, parce que tout dépend aussi de la façon dont on la présente. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez commencé par la présenter en parlant du fait que les classes bilingues, qui étaient quelque chose d'exceptionnel, qui existait jusqu'à présent pour un tout petit nombre d'élèves, allaient disparaître. La réalité de la réforme, c'est d'abord qu'on offre la chance à tous les collégiens d'apprendre des langues vivantes plus tôt que ce qu'ils font aujourd'hui. Dès la 5e. Voilà, dès la 5e, alors qu'aujourd'hui, ils commencent en 4e. Mais il y a plus de classes bilingues européennes en 6e. Oui, sauf que les classes bilingues, c'était quoi ? C'était la possibilité d'apprendre plus tôt la deuxième langue vivante pour 15% d'élèves. Nous, on offre la possibilité d'apprendre plus tôt les langues vivantes pour tous les collégiens. C'est vraiment juste le sens de cette réforme. Le sens de cette réforme, c'est de dire, le collège, il ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Je veux dire, personne ne me contestera ce diagnostic, tout le monde le partage, il ne fonctionne pas bien. C'est un moment dans la scolarité des élèves où on voit le plus de décrochage se produire, où on constate des vraies lacunes dans ce qu'apprennent les élèves. Par exemple, ils ne s'expriment pas suffisamment bien à l'oral parce qu'ils ne le pratiquent pas suffisamment bien. Ils ne savent pas suffisamment travailler ensemble de façon collaborative, alors que le marché du travail qui, lui, évolue pendant ce temps-là, attendra cette qualité-là d'eux. Etc., etc. Ils ne pratiquent pas suffisamment les langues vivantes, alors que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas pratiquer les langues vivantes. Donc, à partir de tous ces constats, du monde enseignant. Mais je vais y venir. À partir de tous ces constats, on prépare une réforme du collège qui répond à chacun de ces problèmes. Quoi ? Ils ne pratiquent pas assez l'oral ? Eh bien, on va leur mettre ce qu'on appelle les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires. Qu'est-ce que c'est ? C'est des temps d'enseignement qui se déroulent autrement que l'enseignement classique, c'est-à-dire des temps d'enseignement où les élèves sont ensemble autour de projets qu'ils doivent fabriquer avec un rendu à la fin et une expression orale le présentant. Voilà ce que sont les enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc c'est très important de faire travailler les élèves comme ça. Quoi, ils ne pratiquent pas suffisamment les langues vivantes ? On va le leur apprendre plus tôt. Tout est autour de cela. Pourquoi ? Et puis troisième, pardon, j'en finis par là. Et puis après, je repose encore ma question. Troisième constat très problématique dans le collège d'aujourd'hui. Mon Dieu, mais les inégalités flagrantes, enfin. Mais qu'on cesse de me dire qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue. On voit bien qu'il y a un déterminisme social qui fait que malheureusement, dans le collège français, vous avez des enfants dont on peut quasiment prédire l'avenir scolaire
parce qu'on sait que n'étant pas suffisamment accompagnés par leur famille, etc., dans les devoirs, eh bien, ils vont chuter. Et d'autres, tant mieux pour eux, ça va bien pour eux. Donc, plutôt que de laisser cette situation-là, on met tout ce qu'il faut mettre en place pour remettre de l'égalité. Par exemple, vous parliez des langues anciennes, le latin et le grec, pour les citer nommément. Mais le latin et le grec, contrairement à ce qui s'est écrit ici et là, ne disparaissent aucunement. Jamais. Je vous invite à revenir dans un collège à la rentrée prochaine pour vous rendre compte que non seulement ils ne disparaissent pas, mais qu'ils concerneront. Ce que je ne comprends pas, Najat Vallaud-Belkacem, c'est que la FSU, par exemple, ne comprend pas votre réforme. Elle ne la comprend pas, vous l'avez mal expliqué. Alors, tout ce que je viens de dire, vous interrogez donc quelqu'un de la FSU, vous verrez qu'il n'y aura pas de hiatus entre nous, parce que la FSU comprend parfaitement ça. La FSU, contre quoi s'élève-t-elle au sein de cette réforme? Pas contre tous ces sujets-là, contre le fait que dans la réforme, nous prévoyons de donner plus d'autonomie au collège. Ça veut dire quoi, plus d'autonomie? Ça veut dire qu'on considère que pour bien fonctionner, un collège doit avoir la possibilité de s'adapter à son public. Si on est dans un collège où l'essentiel des élèves a clairement des problèmes en français, il faut qu'on puisse avoir un peu plus de cours de français pour s'adapter à leurs difficultés. Dans un autre où ils ont plus de problèmes en maths, un peu plus de cours de maths. C'est ça l'autonomie. C'est dans les équipes pédagogiques des collèges, pouvoir adapter le travail aux difficultés des élèves. Et ça, la FSU y est opposée, j'allais dire philosophiquement, parce qu'elle considère, si je devais résumer son propos, mais je ne veux pas le trahir, que c'est donner trop de pouvoir aux chefs d'établissement. Vous voyez, on est sur bien d'autres sujets que les caricatures que j'évoquais tout à l'heure. Sur l'ensemble, par exemple, de la scolarité d'un élève au collège, il y aura en nombre d'heures, il n'y aura pas moins d'heures de cours de langue? Mais non, il y en aura beaucoup plus. Merci de me poser cette question. Il y en aura beaucoup plus, puisque aujourd'hui, si on résume, la deuxième langue vivante, la première langue vivante se commence à l'école primaire. Avec moins d'heures dans la semaine. Alors, la première langue vivante se commence à l'école primaire. Aujourd'hui, elle se commence en CE1, d'accord ? Demain, avec la réforme, elle se commencera en CP. La deuxième langue vivante, aujourd'hui, se commence en 4e. Demain, elle commencera en 5e, donc un an plus tôt. Le fait de la commencer en 5e, ça vous fait gagner 2h30 de langue vivante 2 en plus sur votre scolarité par semaine. 2h30 par semaine. Donc, ça veut dire un gain de temps considérable. Une année de plus à raison de 2h30 par semaine. Donc, c'est évident que les enfants, vraiment, j'ai pas de doute, vont mieux apprendre les langues vivantes, et qui plus est, avec des programmes, car nous avons rénové les programmes, comme vous le savez, ça a fait couler de l'encre aussi, avec des programmes qui ont modernisé l'apprentissage des langues vivantes en s'appuyant beaucoup sur le numérique, c'est-à-dire des laboratoires de langue transportables, mobiles, en faisant beaucoup travailler l'oral des enfants, y compris dans les fameux enseignements interdisciplinaires, puisque parfois ils auront des enseignements où on évoquera l'histoire, mais en langue anglaise ou en langue allemande. Donc, ça leur fait travailler leur langue vivante. Non, vraiment, je n'ai aucun doute sur la qualité de cette réforme, je tiens à le dire. C'est vous qui la portez, heureusement. Et je veux aussi vous dire que sur le terrain, car je fais beaucoup de terrain en ce moment, les choses se passent bien. Les équipes s'approprient cette réforme. On verra les inquiétudes. On verra le terrain aussi jeudi lors des manifestations, puisqu'il y a donc un appel à la manif jeudi. Bien sûr, mais ça, qu'il y ait des résistances parfois d'ordre syndical, c'est toutes les réformes de l'éducation ont connu ça, mais je crois que il faut continuer à travailler sur ce sujet parce que ça peut être une très belle réforme et qu'en tout état de cause, elle rentre en vigueur la rentrée prochaine. Cette semaine était la semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme organisée par vous, par le ministère de l'Éducation nationale, semaine pendant laquelle le fanatisme religieux a encore frappé mardi avec les attentats de Bruxelles qui ont coûté la vie à 31 personnes après les attentats de Charlie en janvier 2015. L'éducation nationale s'est retrouvée en première ligne. François Hollande avait annoncé une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. 11 mesures avaient à l'époque été annoncées, éducatives aussi répressives, notamment la mise en place d'un système de remontée des suspicions de radicalisation. Est-ce que c'est un système qui fonctionne aujourd'hui ? Oui, c'est un système qui fonctionne. Si je devais résumer, je dirais que, vous savez, l'école est en prise totale avec les maux de la société, malheureusement. On aimerait que les maux de la société n'entrent pas à l'école, mais la réalité nous oblige à dire qu'ils y entrent. On les retrouve dans les salles de classe, on les retrouve dans les cours de récréation. On les a retrouvés au lendemain de Charlie quand des minutes de silence ont été perturbées. On les retrouve parfois quand il y a des enseignements qui peuvent être contestés ici ou là. Et donc, il faut absolument nous attaquer à ces phénomènes, et celui de la radicalisation en particulier, puisqu'il est si dangereux. Que deviennent les signalements une fois qu'ils sont faits ? La première chose, c'est que nous avons demandé à nos chefs d'établissement, nos CPE, nos personnels d'éducation,
de savoir repérer les signes de radicalisation. Ce n'est pas une évidence. On leur a préparé un document, un livret qu'on leur a adressé. Ce livret leur explicite les signaux faibles à prendre en considération parce que parfois, c'est pas simple de faire la différence entre ce qui relève du malaise adolescent, simplement de la quête de soi-même, et puis de la tombée dans la radicalisation. Une fois que des premiers signes avant-coureurs ont été repérés, nos personnels savent désormais, il y a tout un protocole à respecter, qui appeler, donc un référent djihadisme, radicalisation, au sein à la fois de l'académie et de la préfecture de police. Tout cela est construit pour qu'aucune information n'échappe. Et donc, l'année dernière, grâce à tout ce protocole, c'est remonté, il y a 850 cas qui ont été signalés. Cette année, je parle en année scolaire, depuis la rentrée scolaire, il y a déjà 600 cas qui ont été signalés. Tous ces cas signalés ne signifient pas que les jeunes s'apprêtaient à partir en Syrie. Mais le signalement permet derrière d'avoir une cellule de suivi qui va s'intéresser de très près aux jeunes, à sa famille, faire intervenir des associations d'accompagnement de la parentalité, vérifier qu'il n'y a pas de problématiques familiales, je sais pas, de maltraitance familiale, etc. Puis, quand on repère vraiment que le jeune s'apprête peut-être à tomber dans la radicalisation pour de vrai, eh bien là, on l'accompagne, y compris au lieu qu'il continue sa scolarité comme il aurait dû le faire, il le fera dans un autre contexte avec un accompagnement plus individualisé pour parer à toute éventualité. Mais moi, je trouve que, bien sûr, tous ces dispositifs vont mettre du temps à bien s'installer, mais l'éducation nationale aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle ne laisse rien filer comme information qui pourrait être importante. Par exemple, dans le passé, il pouvait arriver qu'il y ait un absentéisme long de la part d'un élève et puis finalement, c'est pas plus signalé que ça. Aujourd'hui, le fait qu'un élève serait absent pendant plusieurs jours d'affilée, c'est systématiquement signalé parce qu'on se demande toujours s'il n'y a pas un problème lié à la radicalisation. Il y a le signalement et puis il y a aussi de réaffirmer les valeurs républicaines dans les établissements scolaires. Parmi les idées mises en œuvre, il y a la réserve citoyenne. L'idée, c'est que des citoyens engagés aillent dans les établissements rencontrer des élèves. De quoi parle-t-il ? On va demander à Gwenaëlle Radé de venir nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Madame Radé. Bonjour. Vous êtes policière, vous, dans la vie. Mais vous êtes actuellement en cours de reconversion puisque vous étudiez à l'IRA, qui est l'Institut régional d'administration à Lyon, pour devenir fonctionnaire, mais plus fonctionnaire de police. Et avec Najat Vallaud-Belkacem, du reste, vous vous êtes déjà rencontrés puisque l'IRA avait signé une convention qui en a fait un peu une école pilote pour les réservistes. Vous, ce projet vous a intéressé en fait avant, dès qu'il a été lancé quasiment ? Oui, c'est ça. Alors, rentrer à l'Institut régional d'administration, pour moi, était l'opportunité de prendre des responsabilités supérieures dans l'administration, à qui je dois beaucoup. Sans elle, j'ai rencontré tout au long de mon parcours des personnes investies et qui avaient des valeurs républicaines chevillées au corps. Et ce sont ces valeurs-là que j'ai envie de transmettre à mon tour à des jeunes qui, soit n'ont pas assez de graines, ou qui l'ont, mais pas encore assez développées. Et voilà le but pour moi de cet investissement au sein de la réserve citoyenne. Alors, on s'est vu en septembre. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous rendre compte, Madame la Ministre. En septembre, vous n'étiez pas encore intervenue dans les lycées, c'est fait maintenant. Oui, c'est ça. Vous intervenez où ? Alors, je suis intervenue au lycée de Charlieu. C'est dans la Loire ? Dans la Loire. J'ai des interventions de prévues donc, à Villeurbanne, à l'école Jules Guesde, avec qui on travaille régulièrement, donc avec le directeur et des professeurs très investis sur le sujet. J'ai lu dans certains articles que les professeurs sont réticents. Moi, je n'ai pas ce sentiment, bien au contraire. Vous leur parlez de quoi quand vous les avez en face de vous, les élèves ? C'est des élèves de première essentiellement à Charlieu, des élèves de première S. Alors à Charlieu, on est plutôt en milieu rural. Vous leur parlez de quoi ? Alors, je leur parle d'abord de l'administration, de son organisation, puisque ça fait partie des programmes d'enseignement qui sont prévus dans ces classes-là. Donc ça, c'est pour la partie très théorique à deux voix avec le professeur. Et moi, je suis là pour témoigner de mon quotidien. Alors d'abord comme policière, c'est vrai que ça les intéresse beaucoup plus que le métier d'attaché. Et pourtant, je suis là aussi pour leur dire ce que fait un sous-préfet au quotidien. Nous sommes allés jusqu'à justement les faire rencontrer le sous-préfet de Roanne en sous-préfecture ou le procureur de la République dans un tribunal. Et qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce que ces jeunes connaissent finalement la République dans laquelle ils vivent ? À mon sens, pas assez. Alors après, je ne veux pas parler de majorité, puisque vous avez toujours des exceptions, mais d'une manière globale, c'est vrai que le niveau de connaissance des institutions est quand même limité. Et on se dit que ça aurait pu être un aspect travaillé par l'éducation nationale depuis longtemps, que des jeunes sachent comment fonctionne le pays dans lequel ils vivent ?
Oui, enfin, de manière générale, le pays dans lequel ils vivent, les institutions, j'allais dire même les règles de droit, vous voyez ? Parce que finalement, on pourrait se dire, après tout, pourquoi réserver l'apprentissage du droit à des étudiants qui vont se mettre en droit ? Mais vous leur en parlez souvent. C'est des questions en fait, qui reviennent assez souvent chez les jeunes, surtout pour vous qui êtes policier. Hein. Oui, alors ils me parlent souvent de leurs devoirs. Donc moi, bien sûr, très classiquement, je leur envoie au droit. Et ils me parlent très clairement de prison, par exemple. Est-ce que j'ai le droit ? La justice, Et si je fais ça, est-ce que vraiment je risque la prison, etc. Parce que finalement, vous savez, on dit, vous allez m'aider à retrouver la formule exacte, chacun est censé connaître la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, merci beaucoup. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais en fait, vous vous rendez compte que la loi, finalement, on l'apprend quand on devient étudiant et qu'on décide de faire des études de droit à proprement parler. Et c'est étonnant qu'on n'apprenne pas ça plus tôt, puisque tous ces gamins vont être concernés par la loi. Et donc, pour répondre à votre question, c'est un peu ce qui a présidé à ce nouvel enseignement moral et civique qu'on a introduit depuis la rentrée de 2015, là, cette rentrée-ci, à raison quand même d'1 heure par semaine pour les enfants de primaire et d'1 heure tous les 15 jours pour les enfants de collège et de lycée. L'idée, c'est quoi ? C'est à la fois de bien leur apprendre leurs droits et leurs devoirs aussi, c'est important quand même qu'ils comprennent ce que la société attend d'eux, mais c'est surtout d'avoir des temps d'échange avec eux, où on puisse débattre, parce que finalement, c'est par l'expérimentation du débat qu'on leur apprend finalement la liberté d'expression, la confrontation des opinions. Ce qui était l'idée du reste de cette expérience des réservistes citoyens. Ils sont assez nombreux, mais en revanche, vous n'êtes pas très sollicités par les établissements. Alors, je parle de mon cas. Pour le coup, je le suis. Alors, pas à l'origine, hein. C'est vrai que ça a mis du temps à se mettre en place, mais ça fait quand même un trimestre que j'ai régulièrement des sollicitations auxquelles je peux ou pas répondre compte tenu de mes engagements. Parce que c'est bénévole, hein, bien sûr. Hein. Tout à fait. C'est une activité vraiment, si vous me permettez, je voudrais remercier Gwenaëlle, parce que c'est juste extraordinaire. Vraiment, je voudrais qu'on prenne conscience de ce que c'est. Ce sont des Français de tous âges, de tout profil, de tout parcours, de toute disponibilité. Il y a même des gens qui sont très occupés et qui acceptent de donner quand même de leur temps. Je pense que c'est votre cas. Qui se disent, mais plutôt que de me contenter de commenter l'école et ce qui se passe à l'école, je vais peut-être essayer de m'impliquer un petit peu. Et merci, parce que vraiment, c'est la meilleure attitude à avoir avec l'école. C'est de se demander ce qu'on peut faire pour l'école. C'est les établissements qui sollicitent, apparemment, ils ne le font pas énormément encore. C'est mal connu comme dispositif. D'abord, juste une chose, l'idée de la réserve citoyenne, elle est née après janvier, après Charlie Hebdo, les attentats. Ça a été de dire, l'école a tellement de défis à relever qu'elle ne peut pas le faire toute seule. S'il vous plaît, les partenaires de l'école, venez. Et à ce moment-là, donc, j'ai lancé un appel à candidature pour que des gens s'inscrivent dans une réserve citoyenne, qu'ils deviennent des réservistes citoyens et qu'ils viennent ainsi intervenir dans les écoles pour finalement épauler les enseignants de façon complémentaire avec eux, parler aux élèves de valeurs, de république, de métiers, de leur donner aussi envie eux-mêmes de faire des efforts et de s'en sortir. Il y a 6000 personnes qui se sont inscrites dans cette réserve citoyenne. Vraiment, c'est une appétence extraordinaire. Maintenant, comment ça se passe concrètement dans les établissements ? Bien sûr que ça met du temps, parce que c'est un changement de culture pour les enseignants. D'abord, il faut juste qu'ils trouvent le moment dans leur enseignement, dans leur temps de cours, pour bien préparer les choses et faire appel à ces réservistes. Mais ils le font de plus en plus. Et puis, deuxièmement, il y a aussi des occasions qui s'y prêtent mieux que d'autres. Par exemple, cette semaine, nous sommes dans la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, pour laquelle beaucoup d'établissements scolaires organisent des actions. Eh bien, c'est une formidable occasion de faire intervenir des réservistes citoyens sur ce temps-là. Vous avez aussi la semaine de la presse à l'école. Je peux vous dire que le nombre de journalistes qui viennent à cette occasion intervenir en tant que réserviste dans les écoles est considérable, et c'est formidable. Ça existe depuis longtemps, la semaine de la presse à l'école. Ouais, c'est la 27e édition, mais ça n'a jamais été aussi énorme. Si vous me permettez, vous savez combien ça concerne d'établissements cette année ? 16 000 établissements scolaires, 2 000 titres de presse, 3 millions d'élèves concernés par ce mécanisme où des journalistes vont dans les salles de classe et leur parlent de leur métier et les aident à se méfier des théories du complot. Justement, ce qui est un vrai enjeu, est-ce que vous avez reçu ça de la part des élèves, la manière dont ils ont de s'informer ? Alors on sait qu'ils communiquent beaucoup par les réseaux sociaux, qu'ils croient beaucoup aussi Internet et les réseaux sociaux. Est-ce que c'est des sujets qui sont abordés ? Et comment vous les avez trouvés, ces enfants d'aujourd'hui, par rapport à l'information justement ? Alors, ils sont abordés sous couvert d'une certaine... Alors, bien sûr, ils sont très intéressés, ils les manient régulièrement. Il y a quand même le problème du cyberharcèlement qui est évoqué très, très fréquemment. Donc là, pour le coup, on est intervenu très épisodiquement puisque c'est des questions qui sont revenues régulièrement. Par contre, on a prévu justement des actions spécifiques et exclusivement réservées à ce sujet-là.
Alors les réseaux sociaux, il y a l'aspect négatif, il y a l'aspect positif aussi, puisqu'après mes interventions, j'ai des élèves qui sont revenus à moi par l'intermédiaire des réseaux sociaux pour me poser des questions plus personnelles justement. Donc vous voyez, les réseaux sociaux, ça a du bon aussi. Ah oui, donc Vous ça demande entendez ces une disponibilité énorme. Vous entendez ces théories complotistes, les médias nous mentent, il se passe autre chose Il y a une crédibilité de cette jeunesse aussi? Alors sur les médias, mais sur les responsables politiques surtout. Et les hauts fonctionnaires. Alors moi, je leur parle d'eux puisque je connais plus les hauts fonctionnaires que les personnages, que les hommes politiques. Mais oui, bien sûr, il y a une défiance, une méfiance. Et on est là justement pour casser ces stéréotypes. Je voudrais qu'on regarde deux chiffres. C'est une étude qui a été publiée par Sciences Po Grenoble et par le CNRS en février dernier sur la perception qu'ont les collégiens de la religion. C'est une enquête qui est... Alors, c'est pas un sondage, hein, c'est une enquête scientifique menée auprès de 9000 jeunes dans les Bouches-du-Rhône. Qui a demandé déjà aux enfants s'ils ont une religion. Et une grande majorité, vous le voyez, en a une, chrétiens et musulmans, plus de 50%. Et puis, sur le sentiment d'appartenance à leur religion, pour les musulmans, c'est un sentiment très fort, à quasiment 82%. Et les athées à 52%, les catholiques un peu moins, à 36%. Est-ce que, Gwenaëlle Radé, la religion est aussi un thème qui revient assez régulièrement? Vous l'avez senti, vous? On l'a dit plutôt là, c'était dans les Bouches-du-Rhône, en zone urbaine. Vous intervenez plutôt en zone rurale? Oui, mais même avant, dans mes fonctions de délégué du préfet ou de fonctionnaire de police, je suis intervenue plus souvent d'ailleurs en zone urbaine sensible qu'en zone rurale. Et à dire vrai, ce n'est pas un sujet qui revient... c'est pas le premier des sujets. Najat Vallaud-Belkacem, il y a un autre chiffre moi, qui m'a beaucoup frappé dans cette enquête, c'est le nombre de gens, d'enfants qui pensent, par exemple, que le darwinisme, ça n'existe pas et que les animaux ont été créés par les hommes. L'éducation nationale doit lutter aussi contre un certain nombre d'idées reçues ou communiquées du reste par la religion. Par la religion ou par tout autre vecteur, oui, c'est vrai. Ça peut prêter à sourire dans un premier temps, mais en fait, ce sont des sujets très sérieux. Parce que c'est ça qui conduit à la contestation des enseignements. Parce que ne pas croire au darwinisme, croire au créationnisme, qui est la thèse contraire... Et puis c'est pas un peu, c'est trois quarts des élèves musulmans et la moitié des élèves catholiques. Ça veut dire que concrètement, en cours de sciences et vie de la Terre, vous allez avoir des élèves qui vont protester quand le professeur va présenter une théorie darwiniste. Donc c'est quand même très problématique et c'est pour ça que c'est très important d'expliquer aux enfants, et c'est là que vient le concept de laïcité, d'expliquer aux enfants de façon très claire qu'il y a une différence entre le savoir et le croire et que l'école, c'est le lieu du savoir et pas le lieu du croire. Qu'on est dans une école publique, laïque, et que la laïcité, c'est pas seulement on enlève les signes ostentatoires religieux quand on est à l'école. C'est aussi un état d'esprit, c'est une pédagogie qui fait que quand on est à l'école, on se met en situation d'accueillir du savoir et que finalement le croire, le religieux, les convictions personnelles, on les laisse de côté. Ça ne veut pas dire qu'on les méprise, c'est très important d'expliquer ça aux enfants. Ça appartient à chacun individuellement, on ne les méprise pas, mais à l'école, on apprend des choses scientifiquement avérées. Et une fois que les enfants ont compris ça, je crois que vraiment ça permet de mettre fin à un certain nombre de conflits intérieurs. Parce que les enfants, ils ne sont pas forcément mal intentionnés. Ou vous voyez, quand ils se mettent à contester des choses, c'est parce qu'ils ont un conflit de loyauté finalement entre ce qu'ils ont entendu à la maison ou dans l'église ou dans la mosquée et ce qu'ils peuvent entendre à l'école. Donc il faut leur expliquer qu'il n'y a pas de conflit de loyauté à avoir parce qu'il y a vraiment deux choses bien distinctes qui sont le savoir et le croire. Et ça, c'est la laïcité. Gwenaëlle Radé, en 2 secondes, vous allez continuer cette expérience, elle vous apporte à vous aussi? Je vais continuer à semer de la citoyenneté pour recevoir justement les témoignages des jeunes et puis m'en inspirer et puis dans mes engagements professionnels futurs. Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Il est midi, vous allez échanger votre place avec Frédéric Kliob qui va nous rejoindre car il est l'heure, avec vous Frédéric, de faire un point sur l'actualité de ce samedi matin. Et on va commencer par un fait divers tragique dans la Loire. Absolument. Bonjour Paul, bonjour madame. On débute avec donc ce fait divers dramatique. Une jeune maman de 30 ans est décédée de plusieurs coups de couteau hier matin à Sorbier dans la Loire. L'auteur présumé, son compagnon, a tenté de se suicider en avalant des cachets. Les gendarmes l'avaient découvert comateux et les mains pleines de sang un peu plus tôt dans sa voiture. La victime, maman d'un petit garçon de 18 mois, avait déjà signalé des faits de violence conjugale. On reparle de l'affaire de l'enseignant pédophile de Villefontaine en Isère. On en avait effectivement déjà beaucoup parlé l'année dernière. Il est depuis écroué et mis en examen pour des viols sur des élèves, des actes dont il faisait des vidéos. En restaurant le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs ont d'ailleurs récupéré des fichiers qu'il avait tenté d'effacer
avant d'être interpellé. Des éléments datés qui prouveraient que ce directeur d'école commettait ces actes depuis plus longtemps qu'il ne l'a initialement avoué. La justice travaille dans cette affaire sur 61 victimes de viol au sein de l'école et l'affaire avait suscité une énorme émotion, Madame Vallaud-Belkacem, il y a un an. Comment cet homme qui avait été condamné préalablement pour détention d'images pédopornographiques a-t-il pu se retrouver directeur d'école ? Incommunicabilité entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale. Vous aviez promis une loi il y a un an. Est-ce que cette loi est aujourd'hui en vigueur ? Écoutez, elle va être définitivement adoptée dans les tout prochains jours. C'est long ? Oui, c'est long. Ça a pris un peu de temps pour une raison malheureuse qui est qu'en réalité, nous l'avions adopté, la ministre de la Justice et moi-même, dès avant l'été dernier. Mais le Conseil constitutionnel a considéré que le texte dans lequel nous avions introduit cette disposition ne pouvait pas l'accueillir. Donc, pour une raison de forme, il a cassé la mesure en question. Et donc, il a fallu recommencer la procédure législative, ce que nous avons fait avec un texte tout propre. Formellement, il n'y a pas de difficulté, qui va être adopté définitivement dans quelques jours. Donc, il est maintenant impossible que quelqu'un qui a été condamné pour des faits de pédophilie puisse se retrouver dans l'enseignement ou au contact des enfants. C'est impossible maintenant. Ça deviendra impossible. Et si jamais un tel dysfonctionnement devait se reproduire, alors là, il y aurait une sanction très ferme contre l'auteur d'un tel dysfonctionnement. Pourquoi ? Parce que désormais, grâce à la loi, mais j'allais dire sans attendre la loi, nous avons déjà mis en place un certain nombre de procédures dans nos administrations respectives. Eh bien, toutes les informations venant de la justice seront transmises systématiquement à l'éducation dès lors qu'elles concernent un personnel de l'éducation. C'est-à-dire que nous avons des référents Éducation nationale au sein des parquets donc de la justice, des référents justice au sein de l'éducation nationale, que ces deux-là communiquent ensemble et que donc, évidemment, en étant protégés par le secret, etc., ces informations-là n'échappent pas à l'éducation nationale qui, derrière, prend des décisions disciplinaires de suspension, voire de révocation des enseignants concernés. C'est très important que les familles puissent être rassurées sur le fait que un enseignant qui a été condamné ou qui est, même grâce à la loi qu'on est en train d'adopter, qui aura été mis en examen pour des faits d'une telle gravité, ne puisse plus se représenter devant des enfants. Frédéric, polémique autour de la vente d'alcool au grand stade de l'Olympique lyonnais à Dessines. En effet, Paul, peu de gens le savent, mais la vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives est strictement réglementée et limitée en principe à 10 autorisations par an, autorisation accordée par la mairie de la fameuse enceinte en question. Un règlement que la maire de Dessines a décidé, elle, d'appliquer vraiment à la lettre. Reportage de Julien Sauvadon et Sandy Goldstein. Il aura fallu attendre 7 matchs pour que les relations se tendent entre l'Olympique lyonnais et la ville de Dessines. En cause notamment la vente de bières alcoolisées sur le site. Après avoir obtenu 6 dérogations pour en vendre, l'OL s'est vu refuser ce passe-droit par la mairie lors du dernier match OL-Nantes. Résultat, une consommation de boissons divisée par 2. Au niveau du club, on n'est pas satisfait puisque les 6 premiers matchs se sont très bien déroulés, sans aucun incident. Les ventes étaient effectivement très bonnes, mais l'atmosphère autour du stade était également très bonne. On était dans une ambiance festive et on souhaite garder cette ambiance festive à l'intérieur de l'enceinte. Et la bière avec alcool, pour nous, en fait partie. Ça évite que les supporters restent à l'extérieur de l'enceinte pour consommer des alcools peut-être même plus forts. Le problème, c'est que la maire de Dessines, Laurence Fautra, n'a fait qu'appliquer la loi. Seules 10 dérogations par an peuvent être accordées à une enceinte sportive. L'OL en a utilisé 7 cette année et l'année est encore longue. Je ne suis pas là pour assurer un modèle économique. Moi, je suis là pour faire respecter la loi républicaine. Il y a une loi qui devrait être, il me semble, la même pour tout le monde. Donc on ne comprend pas pourquoi certains clubs sportifs professionnels peuvent commercialiser de la bière avec alcool et pas d'autres. Dans le rugby, ils en font plus de 10 par an. Autre point de discorde, les nuisances sonores. Nombreux seraient les Dessinois à se plaindre du volume de la scène extérieure, surtout quand les matchs ont lieu le dimanche soir. C'est vrai que le cocktail bière plus musique sur le parvis, dans des horaires quand même le dimanche soir jusqu'à minuit, ne va pas dans le sens de la tranquillité publique de la commune de Dessines et des riverains. Sur ce point, l'OL concède avoir fait quelques erreurs et propose de faire des mesures sonores chez les plus proches riverains. Plusieurs réflexions sont également en cours entre la ville et le club pour améliorer les relations de bon voisinage. Après tout, ça ne fait que 3 mois que tout ce petit monde cohabite. Et on termine ce flash avec du rugby et ce très beau match de Bourgoin-Jallieu hier soir au stade Rajon. Les Bergaliens très dominateurs ont remporté une franche victoire face à Dax, 34-13. Et avec 4 essais,
Les Ciels et Grenat prennent en plus le bonus offensif et se placent ainsi 9e au classement provisoire après cette 23e journée de Pro D2. Merci, Frédéric Loep est le leader et d'ailleurs toujours Lyon qui a battu son dauphin l'Aviron Bayonnais et qui est quasiment maintenant en top 14. La voie est libre avec Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale. Troisième partie face à l'actu. On va revenir sur les événements marquants de l'actualité de cette semaine. Et en premier lieu, bien sûr, les attentats mardi à Bruxelles. Est-ce que vous avez eu, Najat Vallaud-Belkacem, l'impression de revivre le cauchemar du 13 novembre ? Oui, bien sûr, je ne suis pas la seule. C'est une horreur. C'est indicible, cette violence, ce déferlement de haine, oui, de terreur. Et on a eu l'impression de le revivre. Surtout, on a eu à nouveau la conscience que malheureusement tout cela n'était pas fini et que la vigilance doit rester de mise et qu'au-delà de la vigilance, les réponses à apporter en termes de questionnement sur notre société, en termes d'unité, de rassemblement autour de nos valeurs. Sur le fonctionnement de l'Europe, sur le fonctionnement du renseignement, parce qu'il semble qu'il y a quand même énormément d'erreurs qui ont été faites en Belgique. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, n'a de cesse de dire que vraiment le Parlement européen maintenant devrait adopter ce fameux PNR qui permettrait de transmettre les informations, les fichiers des passagers d'avion. Et visiblement, oui, le Parlement européen est dans l'erreur en mettant si longtemps à adopter ce texte. Mais au-delà de cela, la nécessité d'avoir des contrôles aux frontières et dans l'espace Schengen qui soient renforcés, et la nécessité aussi de travailler sur, vous savez, l'identification des faux documents. Il y a un projet de mettre en place une cellule d'intervention sur cette question de l'identification des faux documents. Donc les propositions, elles existent, elles sont là. Il faut simplement que l'Europe, sur cette question de la sécurité, peut-être soit plus efficace. Mais notre pays a été amené, à la suite des attentats de Bruxelles, à nouveau à renforcer sa propre sécurité. Vous avez vu que 1600 policiers et gendarmes de plus ont été déployés dans les rues. Donc c'est une situation dont il faut avoir conscience, y compris pour nos établissements d'ailleurs. Une des réponses du président de la République devant le Congrès avait été de proposer, Najat Vallaud-Belkacem, la déchéance de nationalité. Le texte voté cette semaine par le Sénat est différent de celui de l'Assemblée nationale. Le Sénat a voté la déchéance de nationalité seulement pour les binationaux, l'Assemblée pour tous les Français. Et comme il faut que les deux chambres soient d'accord pour un changement de constitution, eh bien, ce changement paraît aujourd'hui assez improbable. Vous le regrettez ? Honnêtement, je ne sais pas si on peut dire que ce changement paraît improbable, parce que pour l'instant, moi je ne sais pas si les deux chambres ne vont pas réussir à s'entendre. Il est possible qu'elles réussissent à s'entendre. Il y a des négociations en tout cas. Il y a des négociations en cours. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que encore plus après les attentats de Bruxelles de cette semaine, autour de moi, j'ai entendu des voix s'élever pour me dire, mais j'allais dire des gens qui nous entourent, qui ne sont pas forcément responsables politiques, pour nous dire, mais de grâce, entendez-vous, plus de clivage politicien sur ces sujets-là, travailler dans l'unité nationale. Et je comprends vraiment, et moi-même, je suis dans cet état d'esprit-là, et donc j'espère que les deux chambres y arriveront. Justement, sur cette déchéance de nationalité qui a fait l'objet de beaucoup de rejets à gauche, moi j'aimerais avoir votre sentiment personnel, parce que les binationaux, vous savez bien ce que c'est, Najat Vallaud-Belkacem, vous l'êtes vous-même binational, vous avez à la fois la nationalité française et la nationalité marocaine. Est-ce que ça vous heurte, la déchéance de nationalité, pour les terroristes, bien sûr ? Mais c'est la fin de votre phrase qui importe. Et je l'ai toujours dit, on parle de déchéance de nationalité, non pas pour les binationaux, c'est cette façon de présenter qui est problématique, mais de déchéance de nationalité pour les terroristes. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est binational qu'on serait déchu, c'est parce qu'on est terroriste qu'on est déchu. Or, dans la version finalement adoptée par l'Assemblée nationale du texte, eh bien, la déchéance de nationalité est en effet une possibilité pour tout individu. Alors, on nous parle du fait que c'est compliqué de rendre quelqu'un apatride. Je rappelle que même dans les conventions internationales signées ou pas encore signées par la France, mais enfin qui font le droit international sur ce sujet, il est toujours prévu qu'il ne faut pas faire d'apatride, mais que dans les cas de terrorisme, eh bien, on est dans une situation tellement exceptionnelle que il était nécessaire ce débat, ça sert à quelque chose finalement à part diviser la France. Honnêtement, une déchéance de nationalité, tout le monde conviendra que c'est plus de l'ordre du symbolique que de l'ordre de l'effectif, puisque finalement, c'est pas avec ça qu'on va faire peur aux terroristes, on en est bien d'accord. Que d'ailleurs, les terroristes, la plupart du temps, finissent par se faire sauter et qu'il n'y a même pas de jugement possible derrière, malheureusement, on en est bien d'accord. Mais ce que ça pose comme question, c'est simplement une question sur ce que nous sommes comme nation, quelles sont les valeurs auxquelles nous adhérons, et est-ce que quelqu'un qui s'en prend de façon aussi violente, aussi horrible, aussi détestable à son propre pays
mérite encore de porter la nationalité de ce pays. Vous me posiez la question à titre personnel, je vais vous dire peut-être plus encore parce que moi je l'ai acquise la nationalité, je n'en ai pas hérité, je l'ai demandée à mes 18 ans, je l'ai acquise, je sais quelle est la valeur de la nationalité et donc quelqu'un qui commet des actes aussi atroces ne peut pas posséder la nationalité du pays contre lequel il s'est retourné, point. Donc sur le principe, non, ça ne me choque pas. La seule chose qui était choquante pour beaucoup de gens de gauche, c'était l'idée qu'on fasse une distinction entre deux types de nationaux, ceux qui seraient binationaux et ceux qui seraient uninationaux. Mais honnêtement, la version de l'Assemblée nationale avait mis fin à cette problématique. La sécurité dans les établissements scolaires est évidemment une priorité et vous concerne de près. Sujet de préoccupation aussi pour le nouveau président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Il voulait mettre des portiques de sécurité à l'entrée des lycées. Ce sera finalement plutôt des tourniquets. Est-ce que c'est une bonne idée de filtrer les entrées de lycée pour éviter qu'il y ait des intrus, évidemment? Mais moi, je l'avais dit pendant la campagne des régionales, et si vous voulez, je n'ai pas changé d'avis depuis, parce que déjà à l'époque, je m'exprimais en toute bonne foi et sur la base des contraintes que je connais dans les établissements scolaires. J'avais dit, quand Laurent Wauquiez avait parlé de cette histoire de portique de sécurité autour des lycées, j'avais dit faites attention, parce que la réalité, quand on s'intéresse à la sécurité de nos élèves, c'est qu'on a d'abord une obsession, une hantise, c'est d'éviter les attroupements de nos élèves devant les établissements scolaires. Pourquoi on veut éviter les attroupements ? Mais parce que si vous craignez qu'ils soient la cible d'un tireur fou, nos élèves, il faut éviter qu'ils soient immobilisés, attroupés devant un établissement. Donc, les portiques de sécurité, ça a cet effet-là, de les immobiliser, le temps de passer. On pourrait se dire aussi qu'un terroriste peut rentrer dans une enceinte d'établissement scolaire. Bien sûr qu'il faut veiller à ce que n'entrent pas dans les établissements scolaires de personnes étrangères à l'établissement. Mais il y a d'autres façons d'y veiller. La vidéoprotection, par exemple, nous soutenons la création de vidéoprotection. Les barrières, les haies qu'il faut rehausser ici ou là, c'est ce qu'on appelle la prévention situationnelle. C'est-à-dire regarder pour chaque établissement quelle est sa lacune en matière de sécurité et remédier à cette lacune avec les collectivités territoriales concernées, parce que là on parle des lycées, donc régions, mais enfin les collèges, donc départements, les écoles primaires, donc communes. Avec chacune des collectivités, on travaille main dans la main, Éducation nationale, ministère de l'Intérieur et collectivités, pour renforcer la sécurité. Mais l'idée qu'une solution unique, magique, seraient les portiques de sécurité, alors même qu'au contraire, elles créent bien des difficultés, comme je viens de le démontrer. Franchement, non, ça ne tient pas une seconde. Parce que ce sera plutôt des tourniquets au final avec oui, des badges avec, je pense que vous avez remarqué que les chefs d'établissement n'étaient pas particulièrement partants pour ces solutions, qu'il s'agisse des portiques de sécurité ou des tourniquets. Et si vous voulez, pour bien connaître les chefs d'établissement, et d'ailleurs qu'il me soit permis de rendre hommage à leur professionnalisme et à tous les efforts qu'ils font sur ces questions de sécurité aujourd'hui, pour bien les connaître, ils sont sérieux quand ils vous disent « mais non, enfin, on est réticent à votre solution parce qu'elle ne nous convient pas ». C'est qu'ils y ont bien réfléchi. Or, qu'il s'agisse des tourniquets ou des portiques, aujourd'hui, vous avez de la réticence de ces chefs d'établissement. C'est parce qu'ils savent bien. En plus, ils connaissent les élèves. Vous connaissez vous aussi les élèves qui vont aussi parfois jouer de la provocation, de l'amusement pour éviter d'arriver à l'heure en cours et donc faire sonner exprès le portique, sachant que nos personnels de l'Éducation nationale ne sont pas habilités à fouiller. Il n'y a que les officiers de police judiciaire qui peuvent fouiller un élève. Bon, vous voyez bien que c'est infaisable. Une dernière question, je vous demande une réponse très rapide. Vous avez été choqué par ce coup de poing d'un policier contre un manifestant lycéen cette semaine à Paris ? Oui, bien sûr, comment ne pas l'être ? L'image est vraiment insupportable. Mais je voudrais, s'il vous plaît, qu'on ne fasse... Bon, d'abord, oui, l'image est insupportable, le comportement du policier n'est pas acceptable. Le ministre de l'Intérieur a diligenté une enquête de l'IGPN sur ce qui s'est passé et le policier, pour l'instant, est suspendu de ses fonctions à ma connaissance. Mais je voudrais vraiment qu'on ne fasse pas d'amalgame là non plus, s'il vous plaît, parce que moi, qui suis obsédée par le fait que ces manifestations de lycéens et d'étudiants doivent bien se passer et qui travaille beaucoup en lien avec les services de l'Intérieur, je peux vous dire que, heureusement que les policiers sont là pour bien encadrer les manifestations, protéger y compris les jeunes eux-mêmes contre les violences qui peuvent se produire de la part d'un certain nombre de radicaux, on l'a vu, qui souvent d'ailleurs ne sont ni lycéens ni étudiants, mais enfin il y a des violences dans les manifestations aussi. Et donc, voilà, de part et d'autre, je demande juste un esprit de calme. On a le droit de manifester dans ce pays, on a le droit de s'exprimer. Et heureusement qu'on a la police aussi pour nous protéger. Merci Najat Vallaud-Belkacem. La semaine prochaine, une voix libre consacrée aux 3 mois de Laurent Wauquiez, justement à la tête de la région Rhône-Alpes-Auvergne. On en tirera un premier bilan avec les présidents des 2 principaux groupes d'opposition et avec le premier vice-président
Étienne Blanc. Un mot aussi des programmes régionaux pour ce week-end sur France 3. Odile Mattei est à Chamalières dans le Puy-de-Dôme et Laurent Guillaume pour ses chroniques d'en haut sur le massif du Messinc en Haute-Loire. Ce sera donc un week-end assez auvergnat. À suivre le 12-13 avec Catherine Matoche. Bon week-end. Lacune dans